Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie de m'entretenir avec l'influenceuse Anaïs Da Silva. Aussi touchante qu'inspirante, j'ai découvert Anaïs sur sa chaîne YouTube, mais c'est la première fois qu'elle et moi nous parlions de vive voix lors de cette interview. Alors, quel courage a-t-il dû lui falloir pour me et nous livrer son histoire, me suis-je dit en raccrochant. C'est sans filtre, mais malgré tout avec optimisme, qu'elle nous fait part de ses longues années d'insouciance face à son extrême mal-être, de son rapport à sa féminité bouleversée et de ses regrets, liés aux séquelles de 20 ans de sévères troubles du comportement alimentaire. Parmi elles, l'absence de ses règles entre ses 18 et ses 31 ans. Alors qu'il y aurait 3000 à 6000 nouveaux cas d'anorexie chaque année en France, et majoritairement chez les jeunes filles âgées de 14 à 20 ans, Anaïs nous offre un témoignage aussi intime qu'essentiel. C'est donc avec une immense gratitude que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Anaïs et que je vous invite à votre tour à le partager avec des personnes qui en auraient besoin. Bonjour Anaïs, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Imperfection et je suis surtout super honorée que tu aies accepté mon invitation. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Quel âge tu as? Ce que tu fais dans la vie? Bref, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, merci à toi de m'avoir accueilli sur ce podcast. C'est vraiment une plateforme que je trouve hyper intéressante. C'est un moyen d'échanger qui est hyper intéressant à écouter. Enfin, moi, j'adore en écouter quand je marche. Du coup, je suis vraiment très, très contente quand on m'invite sur un podcast. Et j'ai notamment écouté un des tiens qui m'a énormément touchée. Et j'ai vu d'autres sujets qui sont très intéressants. Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir accueillie. Alors moi, du coup, je m'appelle Anaïs. Sur les réseaux sociaux, Anna Da Silva. J'ai 31 ans. J'étais trader avant. D'accord. J'étais aussi, du coup, manager en salle de marché à Londres. Et du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, en pleine réunion, j'ai dit en fait, j'abandonne. Enfin, je suis pas heureuse. Il faut que je fasse autre chose. C'est quand j'avais 27 ans. Ok. Et enfin, 28 ans, pardon. Et j'avais, attends, je calcule. Oui, j'avais 28 ans. Et en fait, je me disais, mais je suis pas heureuse. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec la mentalité des gens qui se rendent compte qu'ils sont pas heureux, mais qui font rien pour changer, pour être heureux. Et je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je fasse un truc. Et j'ai changé du jour au lendemain, vraiment. J'ai posé ma démission, je suis sortie de là. Pendant 2 mois, j'ai pas travaillé. C'est vrai que comme j'étais trader, j'avais pu mettre de l'argent de côté. Donc pendant 2 mois, j'ai pas travaillé. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Et demain, comment je fais, qui est disponible en e-book. D'accord. Et j'ai vraiment décidé du coup de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de réfléchir, d'écrire mon livre. Cette écriture de livre, elle m'a fait énormément de bien. J'ai vraiment pu poser des mots en fait sur des blessures profondes que j'avais, sur beaucoup de non-dits, sur beaucoup de choses qui me tenaient à cœur en fait d'exprimer, que j'arrivais pas à exprimer. Et en fait après, au fur et à mesure, j'ai mes premiers contrats de community management qui sont venus. J'avais pas énormément d'abonnés sur Instagram. J'avais dans les 4000 environ. Donc c'est pas zéro, mais c'était pas énorme non plus. Et puis mon Instagram a commencé à bien augmenter, à bien croître, à prendre un bon chemin. Et au jour d'aujourd'hui, du coup, je vis
partiellement du coup d'Instagram, donc j'ai moitié Instagram et blog duquel je vis, et j'ai aussi du coup mon entreprise en auto-entrepreneur à la fois community management et pour certains clients uniquement création de contenu, mais création de contenu dans le sens où c'est le même client que j'ai depuis 7 mois. Et donc en fait tous les mois je ne m'occupe pas de leur community management, mais tous les mois je leur produis tout le contenu qui vont sur leur Instagram. D'accord, donc c'est des clients récurrents. Exactement. Okay. Voilà un petit peu qui je suis. Anaïs, est-ce que tu peux nous parler de ta relation à ton corps ? Quelle est-elle aujourd'hui ? Alors, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. D'ailleurs, j'ai écrit du coup mon premier livre qui s'appelle « Et demain, comment je fais ?» qui parle justement de mon histoire avec mon corps. J'ai pas une super bonne relation. J'ai pas une super bonne relation. J'ai toujours eu l'impression que mon corps et moi, on n'était pas liés, qu'on faisait pas un. Comme si j'étais une âme qui avait été mise dans un corps qui n'était pas le sien. Et que ce corps-là, en fait, on était en guerre, qu'on avait besoin de savoir qui prenait le contrôle sur qui. Et de par mon passif familial, j'ai eu besoin, en fait, de garder, de me dire, au moins, j'ai ce contrôle sur mon corps. J'ai pas non plus une histoire familiale qui est terrible. Elle est, on va dire, plutôt classique pour beaucoup d'enfants. Mais après, on vit tous nos émotions de façon différente. Et moi, c'est une histoire familiale qui m'a fait beaucoup de mal, avec des parents qui ont divorcé quand j'étais très jeune, qui se sont beaucoup haïs, qui se sont fait une guerre entre eux, qui nous utilisaient un petit peu pour blesser l'autre. On a été trimballés de pays en pays. Alors, c'est une chance pour beaucoup, mais quand on change tout le temps et qu'on a 8 ans, c'est compliqué. Et donc, en fait, le fait de garder ce contrôle intégral sur mon corps, je me disais, au moins, j'ai ça. Au moins, je contrôle ça. Et il n'y a personne, en fait, qui pourra décider de ce que je fais de mon corps. Et en fait, j'ai eu l'impression que je devais le punir, que en fait, on était dans cette situation, lui et moi, parce qu'il m'avait trahi. Et du coup, j'ai eu besoin vraiment de le punir et de l'utiliser pour lui dire, au moins, toi, je contrôle rien d'autre, mais toi, tu feras ce que je te dis. Mmh. Et de lui donner à manger quand j'ai décidé qu'il pouvait manger, de le priver quand j'ai décidé qu'il devait être privé, de le griffer quand je décidais qu'il m'avait pas assez supporté dans la journée, de le faire convulser par des vomissements quand je trouvais qu'il avait exprimé des sentiments que je lui avais pas demandé d'exprimer. On n'a jamais eu une très bonne relation. J'ai fait beaucoup de Reiki aussi pendant à peu près 1 an et demi. Le Reiki, ça a été vraiment pour but justement de réaligner mon âme et mon corps. Parce que j'ai toujours senti qu'ils n'étaient pas alignés. Ça m'a beaucoup aidée sur le coup. Ça m'a quand même ouvert les yeux sur énormément de comportements que j'avais, parce que du coup, cette souffrance avec le corps, je l'ai remise après en grandissant avec les hommes. Puisque forcément... quand on est plus grande et qu'on commence à avoir des hommes de notre vie, l'impact aussi sur le corps est important, puisque les hommes commencent à nous toucher, à nous regarder. Et c'est vrai que du coup, je choisissais beaucoup, un peu tout le temps les mêmes profils, comme des pervers narcissiques, des bourreaux, parce que, en fait, du coup, je me disais, eux vont me faire le mal que j'ai besoin qu'on me fasse. D'accord. Et regarder mon corps comme un objet. Et c'est ce que je voulais. C'était vraiment ce que je voulais, en fait, puisque je voulais pas aimer mon corps. Donc, je voulais juste qu'il soit utilisé, peut-être pour d'autres et pas pour moi. Et donc, le Reiki m'a beaucoup aidée. Il m'a beaucoup aidée à déjà recréer une sorte de lien. Essayer de me dire, faut que tu prennes soin de toi, parce qu'après, j'ai encore plus chuté, parce que j'avais fait cette première étape de guérison. Mmh. Qui m'avait fait beaucoup de bien, et en fait peu de temps après j'ai appris que j'avais une tumeur à l'utérus. D'accord. Et j'en ai beaucoup voulu à mon corps. Je me suis dit, mais en fait quand je te fais du bien, tu me fais du mal. Et en fait du coup à ce moment-là, j'ai appris ça et je l'ai utilisé pour encore plus me détruire, en me disant si tu veux me détruire, moi je vais te détruire. Et c'est devenu une guerre en fait entre qui détruit qui. Je suis arrivée à un poids très très bas, à 36 kilos, à décider
C'est moi qui dirais quand ton cœur va lâcher. C'est moi qui dirais si tu peux marcher. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant, je ne pouvais plus marcher. Mes muscles ne répondaient plus. J'ai fait un arrêt. Mon cœur s'est arrêté parce que j'étais trop dénutrie. Je ne pouvais plus saliver, je ne pouvais plus déglutir. Et d'un côté, j'étais contente. Je me disais, tu vois, c'est moi qui te dis ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Et si tu n'es pas en accord avec moi, je serai pas en accord avec toi. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans. Donc ça, c'était il y a 5 ou 6 ans, c'est ça? Voilà. Et à savoir que mes premiers troubles alimentaires sont venus quand j'avais 8 ans à peu près. 8 ans? Ouais, entre mes 8 et mes 10 ans. À mes 8 ans, j'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais mes parents et mon oncle, beaucoup. Ils ont beaucoup de souvenirs de moi qui, même plus jeune, en fait, pouvaient dire, alors moi j'en ai vraiment pas de souvenirs, hein, mais apparemment je pouvais dire, en fait j'ai plus faim, et si on me disait, allez Anaïs, un petit effort, et en fait je pouvais regarder les gens et vomir sur commande. C'est moi qui pouvais faire rentrer mon corps en convulsion, et voilà, et donc c'est vrai que ça a commencé très très jeune pour moi, et après à 11 ans, là, quand on est suffisamment grand pour prendre nos propres décisions, là j'ai dépassé beaucoup de stades d'un coup. D'accord. Et alors tu disais que tu voulais punir ton corps, mais alors est-ce que c'était toi que tu punissais ou involontairement, est-ce que c'était tes parents qui ont divorcé, ce que tu disais tout à l'heure? Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que parce que j'ai fait beaucoup de psychanalyse du coup et de thérapie pour essayer d'aller mieux. Je pense que c'est un peu les deux. Parce que d'un côté, ça me permettait de dire à mes parents, vous voyez, au moins mon corps, vous ne pouvez pas le contrôler. Il m'appartient. Et en fait, peut-être que vous me l'avez donné, mais c'est moi qui décide au final de ce que j'en fais. Et peut-être que vous pouvez tout contrôler, nous balader d'une maison en maison, nous utiliser, mais en fait, mon corps, c'est mon corps. Et j'en veux pas. Je veux pas de ces cadeaux que vous m'avez fait, en fait. Donc, d'un côté, je l'utilisais effectivement pour dire à mes parents que j'étais pas OK, que en fait, ça m'allait pas et que c'était moi qui décidais. Et puis, d'un autre côté, c'était aussi, en fait, quand on descend à un certain poids ou quand on rentre vraiment dans cette maladie, on est annihilé. En fait, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus, et même quand on est physiquement là, on est mentalement ailleurs. Donc, en fait, ça me permettait aussi d'être assise avec les autres et de rien entendre, en fait, de ce qui se passait. Waouh. Aujourd'hui, ça va mieux? Alors, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, donc, 20 ans après, c'est compliqué. Ouais, c'est encore très compliqué. Il y a des périodes... donc, moi, après, j'ai été... donc, mon livre s'appelle « Et demain, comment je fais ?» parce que, du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée internée en institut psychiatrique à Sainte-Anne. Dans l'unité spéciale des troubles du comportement alimentaire. Faut savoir que c'est pas les vacances, hein. C'est pas le film To the Bone comme on peut voir sur Netflix. Vous n'avez pas de téléphone portable. C'est pas non plus les vacances, c'est-à-dire que si vous voulez pas prendre de poids, en fait vous êtes puni. Moi je me suis retrouvée punie. Je peux vous dire que je le souhaite à personne de vous retrouver avec rien autour. Privé complètement de liberté, pas de téléphone. Vos parents, quand ils viennent, vous êtes enfermés dans une pièce. Même quand vos parents viennent vous rendre visite, ils sont fouillés de A à Z pour s'assurer qu'ils vous apportent rien. Et ça, je le souhaite à personne. Mais d'un côté, je le souhaite à toutes les personnes qui sont malades. Et si quelqu'un qui est malade, ce podcast, d'un côté, je lui souhaite d'être hospitalisée à Sainte-Anne parce que moi, c'est la chose qui m'a sauvée, en fait. De me dire, mais c'est pas la vie que je veux. C'est pas cette vie-là, en fait, que je veux et de me rendre compte, en fait, que la prison en soi de Sainte-Anne était moins violente que la prison que je m'imposais à moi-même au quotidien. Donc, quand je suis sortie, je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je rechute, soit je fais tout pour m'en sortir. Et donc, mon livre s'appelle « Et demain, comment je fais ?» parce que comment je fais pour m'en sortir. C'est... Malgré tout ça, ça reste une lutte quotidienne, même si je le montre pas trop sur les réseaux, j'en parle de temps en temps, mais je montre pas à quel point c'est dur. Par contre, il y a une promesse que je me suis faite, c'est que même dans les moments très durs, je vais pleurer beaucoup. De temps en temps, je vais craquer. Il y a des jours où je vais faire moins d'efforts. Il y a peut-être des jours où je vais faire une erreur. Peut-être des jours où même j'en ferai 2. Mais je me laisse jamais dépasser ça.
C'est-à-dire que tous les jours, je me rappelle d'où je viens, ce par quoi je suis passée. Et je me dis, tu peux pas retomber, en fait. Tu peux pas te faire ça. Tu peux pas te faire ça. Et donc, du coup, je me bats. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est de nouveau très dur. Alors, c'est marrant qu'on enregistre le podcast pile à ce moment-là sur ce thème. Parce que, du coup, avec mon fiancé, on essaye d'avoir un bébé. Et quand vous essayez d'avoir un bébé, vous allez voir le médecin hyper enjoué à vous dire, OK, j'ai fait tout le chemin sur moi-même et là, je suis prête à avoir un bébé et j'en rêve. C'est mon plus grand rêve d'avoir un bébé. Je me dis que peut-être que si on arrive à faire ça, mon corps et moi, on sera que un. Et ce bébé-là, on va tellement l'aimer parce que ça sera aussi le symbole ce sera un énorme symbole, en fait, d'unité entre mon corps et moi. Bien sûr. Et sauf que quand j'ai été chez le médecin, j'ai appris que avoir un bébé, ça serait pas aussi simple pour moi. Et je le savais un petit peu à cause de l'anorexie. Du coup, moi, je suis en aménorrhée depuis que j'ai 18 ans. Ce qui nous amène au sujet du jour. Voilà, donc pas de règles. J'ai eu une ménopause qui a commencé à l'âge de 25 ans. Et j'ai été opérée 5 fois à l'utérus. Donc je savais que ça serait pas facile. Mais je pensais pas que ça serait aussi peu facile. Du coup, on a commencé des traitements pour réussir à avoir un bébé. On a fait 5 mois là, de traitement. Et en fait, il y a 3 semaines, un peu moins, 2 semaines et demie, le médecin m'a dit, en fait, là, il faut arrêter tous les traitements parce que votre corps, il les accepte pas. Et j'ai l'impression que mon corps, il me laisse tomber. Et du coup, je suis perdue en ce moment entre me dire, en fait, est-ce qu'il me laisse encore tomber? Et donc, du coup, il faut que je le punisse. Et en même temps, à me dire, en fait, si tu le punis, c'est un cercle vicieux, donc il ne faut pas que tu le punisses, il faut que tu le rassures. Ça va bien aller et vous allez faire de pair. Mais c'est vrai que mon rapport à mon corps, c'est constamment un échange entre lui et moi, à savoir qui va commander l'autre et à tenter, tant bien que mal, d'un jour réussir à faire un. Et il y a des jours où j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. Où j'ai l'impression qu'on m'a mise dans un corps qui n'est pas le mien, quoi. Et c'est compliqué. C'est même, j'en parle dans mon livre, et donc je peux en parler là sans honte. J'ai pas de honte de mon trouble alimentaire parce qu'on a tous des démons qui s'expriment de façon différente, et moi ça s'exprime comme ça tout simplement. Mais je sais qu'il y a un jour où, et c'est aussi pour ça que j'ai été hospitalisée, il y a un jour où j'ai fait une tentative de suicide parce que je me disais je peux plus me réveiller comme ça en fait, et je laisse mon corps gagner. Je laisse l'esprit gagner et le corps perdra. Parce que j'arrivais plus. Je me disais, je peux plus me réveiller dans ce mal-être. Et là, c'est très dur en ce moment parce que toutes mes angoisses et toutes mes peurs et toute ma colère ressurgissent. Parce que je me dis, mais quand est-ce qu'il va accepter qu'on fasse que un? J'essaye, je fais plein d'efforts, je mets plein de choses en place. Et là encore, il me déçoit. Et c'est pas facile. J'espère que tu trouveras la sérénité, l'apaisement. Après, je suis pas pessimiste dessus. Alors, quand on entend parler depuis tout à l'heure, on doit se dire, mais waouh, elle a quelle introduction en guerre. Mais en fait, je suis pas pessimiste. Je me dis que, en fait, déjà, rien qu'en 1 mois de traitement, j'ai réussi à retrouver mes règles. Déjà, pour moi, ça, c'est un signe que mon corps, il m'écoute. Et on va en parler. Voilà, qu'il y a un lien entre lui et moi. Et puis, en 1 mois aussi, j'ai réussi à ovuler. Et donc, je me dis, ok, il commence à m'écouter. Et donc, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les pensées quotidiennes qui sont des pensées très lourdes, parce qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas, je rechute pas. Je pleure. Je pleure, je crie. En ce moment, il n'y a pas un jour où je pleure pas pendant 5 minutes, mais je me relève et je me dis, mais je peux pas abandonner. On va faire un. On va s'allier, on va s'unir, et en fait, ça va le faire. Donc il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de positifs, et ouais, je sais qu'un jour on va y arriver, lui et moi. Après tout, on est arrivés ensemble ici, et on repartira ensemble. Et tous les matins, je me regarde. J'ai besoin de me regarder pour regarder qu'il est là, que toucher. Je passe beaucoup de temps dans la salle de bain à mettre de la crème. C'est très important pour moi. Ça me crée un contact avec mon corps. Voilà. Oui, t'installes un vrai rituel. C'est ça. Je mets en place des petits rituels pour apprendre à l'aimer avec tout ça.
Anaïs, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ton désir d'enfant et des difficultés que cela représentait suite à tes 12 ans, presque 13 ans d'aménorrhée, soit le fait de ne pas avoir ces règles. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, oui. Et pour moi, j'ai vraiment envie de dire aux femmes qui vont écouter, peut-être certaines plus jeunes, peut-être d'autres moins jeunes, qu'on a vraiment qu'une seule santé et que quand je vois, par exemple, des femmes qui disent j'ai vraiment mal pendant mes règles, mais c'est normal, c'est les règles. En fait, ou de dire c'est cool avec la pilule, en ce moment j'ai pas mes règles. En fait, il faut se rappeler que en fait on n'a qu'une seule santé, qu'une seule vie, et que en fait il faut en prendre soin, il faut vraiment en prendre soin, et qu'il y a tellement de conséquences qui vont avec que notre appareil génital, en fait, même si on a la pression, parfois on dit aux hommes oh là là, quelle chance vous avez de pas avoir tout ça. En fait, c'est plutôt nous qui avons la chance, parce que le fait qu'on saigne, en fait, c'est vraiment un signe de vie. C'est un signe de renaissance, en fait. Enfin, quand on saigne, c'est pour que les anciennes cellules s'en aillent et fassent place aux nouvelles, en fait. Et en fait, on peut se dire que tous les mois, on a l'opportunité de renaître. Et du coup, j'ai surtout envie de dire aux femmes de se laisser renaître tous les mois et de se donner toutes les chances pour le faire, parce que c'est beau d'avoir des projets. Hein. C'est beau d'avoir des projets, sauf que si votre corps, il ne suit pas, mais vous aboutirez à aucun projet. Ça sert à rien d'en faire si vous êtes en guerre, en fait. Et de se dire que tout peut être fait avec amour, tout peut être fait avec tendresse, et que même les démons, en fait, on peut les guérir avec amour. Que c'est pas, vous savez, quand on dit beaucoup, allez, lâche pas le combat. C'est un mot. Je suis très contre ce mot, de dire faut pas que tu lâches le combat. C'est pas un combat. Parce que le mot combat, déjà, c'est très violent. Ça montre qu'il y a une guerre. C'est juste lâche pas, perds pas espoir. Voilà, des mots très doux. Et déjà commencer à parler à son corps avec énormément de tendresse, parce que le corps, il entend. Le corps, il a beaucoup, il entend, en fait, tout ce qu'on lui dit, il garde en mémoire. Et c'est très, très, très important de lui parler avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'affection. Et il vous répondra avec beaucoup d'affection et beaucoup de douceur. Enfin, du coup, il vous répondra avec les pensées que vous lui donnez. Et alors toi, chronologiquement, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, tu n'as pas eu tes règles entre tes 18 et tes 30 ans, c'est bien ça? Entre mes 18 et mes 31 ans. Et tes 31 ans, donc c'est tout, tout frais, le fait de les réavoir. Et alors, tu les as eus plus jeunes, et puis tu ne les as plus eus à cause de tes troubles alimentaires. Est-ce que c'est relié? Oui, complètement. D'accord. Vraiment. Donc c'est l'une des conséquences. Déjà, moi, je les ai pas beaucoup eus. Enfin, très jeunes, déjà, j'avais un cycle très perturbé, puisque mon anorexie ayant commencé très jeune. J'avais un cycle qui était très, très, très perturbé. En plus de ça, moi, j'avais le syndrome des kystes ovariens. D'accord. Donc, j'ai jamais eu un très, très bon cycle. Mais j'avais un cycle quand même de 1 ou 2 jours. Et il était là. Et puis un jour, il s'est complètement arrêté. Et il n'est jamais revenu. Sauf là. Mais sinon, il n'était jamais revenu. Il avait complètement disparu, au point que, du coup, à l'âge de 25 ans, j'ai été testée en ménopause, complètement. D'accord. C'est des cas très très rares, hein, mais c'est des cas qui existent. Il faut savoir que la ménopause n'arrive pas à l'âge de 60 ans et qu'elle peut arriver très très jeune. Pour moi, ça a été une colère si grande de voir ma mère qui elle n'était pas du tout en ménopause, et moi de l'être. Ça a été une colère mais tellement énorme. Donc ça a été un petit peu le cycle. Et puis après, plus rien. On a tenté différents traitements avec les médecins, mais plus rien. Entre-temps, j'ai eu du coup 5 fois des opérations à l'utérus avec tout le temps conisation, donc découpé au scalpel, et voilà, et laser pour former une cicatrice. Ça m'est arrivé 5 fois. Et puis, alors tout ça, est-ce que c'est lié? C'était complètement lié, justement, parce que, donc en gros, on dit beaucoup que, mais sans vraiment l'expliquer, on dit que les personnes justement atteintes de troubles alimentaires sont plus assujetties
à avoir des cancers à l'utérus, en fait, pour une raison très très simple. C'est que en fait, le cancer à l'utérus se développe via le papillomavirus. D'accord. Le papillomavirus, on est à peu près, je crois que c'est 70 ou 80% des femmes qui l'attrapent dans leur vie au moins une fois. Oui. Donc énormément de femmes. On s'en Et rend ça même peut pas être compte. bénin. Peut-être tout simplement une petite gêne quand on fait pipi, mais beaucoup moins douloureuse même qu'une cystite. Donc en fait, on s'en rend même pas compte. Mhm. Et en fait, au moment des règles, du coup, on nettoie le virus et il ne se développe pas. Sauf que quand on est une personne qui n'a pas ses règles, il reste. Il reste et il peut se développer. Et donc moi, c'est ce qui s'est passé à multiples reprises. Donc effectivement, le fait d'avoir eu des troubles du comportement alimentaire a déclenché une aménorrhée qui a déclenché du coup des cellules cancéreuses qu'on t'a retirées du coup via des opérations. Ok. Et alors, émotionnellement parlant, quand on est une jeune femme de 20-25 ans, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir ces règles ? Alors, on passe par différentes phases. C'est marrant parce que je parlais de ça avec une très très bonne amie à moi il y a 2 semaines. Mm-hmm. Alors, au tout début, quand vous avez 20 ans, vous êtes un petit peu en euphorie. Parce que, forcément, vous avez votre petit copain, vous pouvez faire un peu l'amour quand vous en avez envie. Vous n'avez pas vos règles, donc c'est pratique. Quand vous partez en vacances l'été et que toutes vos copines ne peuvent pas aller se baigner parce qu'elles ont leurs règles, vous êtes tranquille. Donc quand on est jeune, on le vit plutôt bien. On le voit même, c'est plutôt cool. J'ai pas les douleurs comme mes copines, j'ai pas le syndrome prémenstruel, j'ai jamais mal. C'est plutôt cool en fait, c'est plutôt pas mal. Ouais. Oui, tu l'as pris avec légèreté. Voilà, vraiment, quand j'étais jeune, je m'en suis même pas souciée en réalité. D'accord. Vraiment, ça m'a même pas inquiétée. Vraiment. Je me suis dit, j'ai un trouble alimentaire, je sais très bien que ça développe de l'aménorrhée. Après tout, c'est plutôt cool. Moi, j'ai eu j'ai eu le même copain pendant toute mon école de commerce. Mm-hmm. Donc, dès l'âge de mes 19 ans. Donc, c'était plutôt cool. Comme ça, après, j'étais tranquille. On se posait jamais la question. Et puis, comme on était ensemble depuis longtemps, en plus, je pouvais pas tomber enceinte. Donc, c'était plutôt pratique. C'était plutôt cool. Ouais. Et puis après, forcément, quand on grandit, on commence à le vivre un peu moins bien. Parce que quand on grandit, on commence... Moi, la première fois en plus où j'ai appris du coup que j'allais me faire opérer, j'étais paxée. Donc, on commençait à penser plus tard. Pas forcément maintenant, mais on commençait à y penser. Et là, quand vous prenez ça en pleine tête, c'est douloureux. C'est douloureux parce que vous vous dites, mais on m'a même pas laissé une chance d'avoir un bébé. Et en fait, on veut déjà m'opérer. C'est douloureux. Et là, vous commencez à vous dire, mais pourquoi, pendant tant d'années, j'ai pas réagi. Et il y a beaucoup de culpabilité qui vient et je ne peux pas retourner en arrière. Des années sans avoir de règles, ça laisse énormément de séquelles aux femmes. Ça laisse énormément de séquelles. Les règles, elles sont pas là pour nous embêter tous les mois. Elles sont là pour vraiment régénérer le corps. Et c'est très important de pas laisser ce genre d'anomalie s'installer. Et faut pas que le corps le garde en mémoire. Bien sûr. Et alors, comment était ton rapport à ta féminité à ce moment-là ? Est-ce que tu te sentais femme du fait d'être en aménorrhée ? Pas vraiment. Ben oui. Pas vraiment. Je me sentais un petit peu jeune fille. Jeune fille. J'étais un peu insouciante en fait. Mais je me posais pas plus de questions que ça, en vrai. J'ai commencé à vraiment m'en poser. Comme je disais, moi j'étais tellement dans l'anorexie en fait que je me posais aucune question. Rien n'était problématique. Enfin, je veux dire, moi on m'a dit quand j'avais 22 ans, Anaïs, si tu continues comme ça, tu vas mourir à 30 ans. Et ma mère à côté de moi et j'ai dit que la mort vienne, je l'attends. Et j'étais très sincère, j'étais très glaciale. J'en avais rien à faire, vraiment. Donc je me posais même pas de questions. J'ai commencé à vraiment m'en poser quand j'ai eu ma première opération et que là j'avais 25 ans et que là on est dans le dur quoi. On est dans le dur.
on commence à penser au futur et en fait, on vous dit que le futur, il va pas être aussi beau et qu'il va être temps de payer les conséquences. Et là, le rapport à la féminité devient très difficile. Et j'ai mis tellement de temps à me sentir femme, de me dire, mais en fait, je saigne même pas. Je pourrais probablement jamais avoir d'enfant. On m'a même opéré l'utérus. J'ovule pas. Je suis ménopausée. Est-ce que vraiment je suis femme? Ça a été des pensées qui ont été très dures. Des pensées qui ont été très dures. Et j'ai dû fouiller. Et du coup, par exemple, je porte toujours très attention à toujours bien habillée, avoir mes ongles qui sont beaux. Je passe par des petites choses, en fait, pour se sentir plus femme dans ces moments-là. Ça, on va en parler également. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que c'est un sujet tabou ou est-ce que tu en parles? Avec mon extérieur? Oui, avec ton entourage, est-ce que tu trouves des relais de confiance autour de toi pour extérioriser tout ça? Pas vraiment. En fait, moi, j'en ai jamais vraiment parlé. C'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde le sait depuis que je suis très jeune et personne n'en parle. C'est très tabou. Et même encore aujourd'hui, souvent mes copines me disent pourquoi tu as attendu pour en parler. En fait, souvent, je suis quelqu'un qui a besoin de résoudre le problème et j'en parlerai une fois que c'est résolu. Mais merci d'en parler avec nous aujourd'hui, en tout cas. Vraiment avec plaisir. C'est important pour moi d'en parler de plus en plus et d'éduquer parce que je sais à quel point, déjà à quel point moi j'ai sombré. C'est pas normal d'essayer de se suicider à l'âge de 27 ans. Effectivement. C'est pas normal aussi d'être opérée dès l'âge de 25 ans. Et quand je vois toutes les jeunes filles à qui je parle sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de les prendre dans les bras et de leur dire mais faut que tu réagisses. Tu réagisses parce que je te promets que je te souhaite pas d'avoir toutes les conséquences que j'ai. Et du coup, pour moi, c'est important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler, et quitte à ce que parfois, ce soit pas simple pour moi d'en parler, mais j'arrêterai jamais d'en parler. Même si je sais que quand on est dans la maladie, on n'entend pas ce que nous disent les autres. Mais je me dis peut-être qu'il y a une personne qui va l'entendre, et peut-être qu'en fait, ce que je vais dire, ça va aider une personne, et ce sera déjà assez. Mais tu en as fait une vidéo YouTube, si je me trompe pas. Ouais, effectivement. Même plusieurs, certainement. Oui, alors surtout une grosse, où je parle justement de toutes ces conséquences, parce que elles sont tellement multiples. Il y en a tellement. Enfin, j'ai un système immunitaire qui réagit pas du tout, mes gencives qui sont extrêmement abîmées, les cheveux qui tombent. Il y en a tellement. La dépression, le côté social qui part, perdre des gens. Il y a tellement de conséquences. Quand tu dis perdre des gens, le fait que tu te comportes comme ça vis-à-vis de toi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des amis, et je leur en veux pas parce qu'elles ont raison. Je pense que ça doit être très douloureux, qui essayent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 ans. Et un jour, elles en ont marre, quoi. Elles se disent, mais en fait, je perds mon temps. Parce qu'elles n'écoutent pas. Et vous êtes là, c'est pas grave. Et ouais, j'ai fait une descente d'organes, une perforation du foie, insuffisance rénale. D'accord. Et genre, voilà, je les compte même plus, les conséquences qui sont possibles. C'est-à-dire que je pense que si on dresse une liste des conséquences, je pense que j'ai le droit à toutes. Et aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure que tu souhaitais avoir un enfant. Est-ce que ça a été le déclic justement pour renouer avec ton corps et puis pour te réconcilier avec lui? Ouais, je pense que surtout le déclic, je pense que je l'ai eu en rencontrant la personne avec qui je suis bien, et de me dire, en fait, j'ai envie de passer tellement d'années qu'il faut que j'aille mieux. Cette fois-ci, contrairement aux autres relations que j'ai pu avoir, j'ai pas envie de fuir, en fait. Enfin, j'ai juste envie d'être là et de vivre chaque moment, et de me dire, même si parfois on fait des choses
ils sont pas très très simples, c'est des choses qui m'angoissent, surtout qu'on est complètement à l'opposé, lui et moi. En fait, j'ai envie de pouvoir y vivre à chaque instant et que ça a été un premier déclic. Puis après, vouloir avancer ensemble et vouloir avoir un enfant. Et là, je me suis dit, il faut que tu te bouges en fait. Enfin, ça fait 30 ans et dont 10 ans d'extrême mal-être. Tu peux pas, 20 ans d'extrême mal-être, tu peux pas continuer comme ça. Et alors aujourd'hui, du coup, tu as de nouveau tes règles? Oui. Oui. Et ça, c'est une victoire. Ah, ça, c'est une grande victoire. Surtout que je les ai eues en 1 mois. Alors, c'est-à-dire en 1 mois, qu'est-ce que tu as mis en place et comment elles sont réapparues? Parce que c'est de ta propre volonté, si je comprends bien. Alors oui et non. Ça, j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs dessus. Ouais, oui et non, pas complètement de ma propre volonté. Alors, il y a une partie, oui, effectivement, parce que déjà, j'ai décidé de me faire aider pour les retrouver. Parce que aussi, j'ai fait un énorme travail psychologique qui s'appelle de la restitution. Donc, en fait, j'ai rendu, alors vraiment de façon imaginative, j'ai rendu à mes parents toutes les choses qui ne servaient plus. Et du coup, ça m'a permis de faire énormément, de débloquer des choses. D'accord. Des choses qui étaient vraiment, vraiment bloquées. Donc ça a été vraiment un travail que j'ai choisi moi-même. Après, à côté, j'ai aussi eu des médicaments pour aider à faire revenir. Sauf que, et là où je dis que c'est quand même mon esprit et ma pensée, c'est que le médecin pensait que j'en avais au moins minimum pour 3 mois de traitement pour les réavoir. Et en fait, je les ai eus en 1 mois. D'accord. Donc, super nouvelle. Et à la fois, quand on t'avait annoncé plus jeune que tu étais en ménopause, est-ce qu'on t'avait sous-entendu que tu pouvais les réavoir un jour ou pas du tout? Alors, on avait tenté un traitement pour les relancer, parce que c'est des ménopauses qui, si elles sont prises en main tôt, on peut inverser. Mais en fait, malgré les traitements, elles n'étaient pas revenues. D'accord. Parce que je pense que du coup, j'avais pas fait le travail psychologique qui va à côté, et que vous avez beau avoir tous les meilleurs traitements possibles, si votre esprit bloque, en fait, il n'y aura rien qui va se passer. Et l'aménorrhée, c'est vraiment un combo de 2 choses. D'ailleurs, on le voit chez, par exemple, les femmes qui font un déni de grossesse et qui vraiment ont tous les symptômes qui ressortent. Où, vous savez, on se dit, oh là là, peut-être que je suis enceinte. Et puis, en fait, quand on voit le test négatif, les règles arrivent. Alors, ça, c'est aussi une grosse part psychologique, en fait, de se dire, si j'ai pas envie de les avoir, je les aurai pas. Et pour moi, en fait, ça me permettait vraiment de rester dans l'enfance, de rester une jeune fille un peu insouciante, de me dire que j'étais la fille de mes parents et que je pouvais pas grandir, j'avais pas le droit, parce qu'il fallait que je reste leur bébé. Ils avaient besoin de moi encore, ils avaient besoin que je reste un enfant, ils avaient besoin de s'occuper de moi, c'est très important pour eux. Et donc, en fait, j'ai fait un énorme blocage autour de ça. Et donc, j'aurais beau prendre tous les meilleurs traitements, ça marchait pas. Et puis, tellement d'années étaient passées qu'il n'y avait plus trop d'espoir. D'accord. Et c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de l'esprit, quand je disais que, en fait, le corps réagit en fonction des pensées qu'on lui donne. Et c'est vraiment ça. Moi, ça a été un petit miracle déjà de les retrouver, et puis de les retrouver en 1 mois. Ça prouve la capacité de l'esprit, en fait. Qu'au moment où vous vous dites, allez, je vais le faire, je le veux, vraiment, c'est quelque chose que je veux, quelque chose que je désire, et tout ce qui m'empêche de l'avoir, je le lâche, et ça m'appartient pas, et c'est pas mes problèmes à moi, c'est ceux des autres, et j'ai pas à les porter. À ce moment-là, c'est le corps, il entend et il réagit immédiatement. Donc toi, c'est la beauté de l'esprit. Oui. Et ce serait ton conseil à toi à une femme qui n'a plus ses règles, justement, de se faire accompagner psychologiquement pour les retrouver, à côté évidemment d'un traitement, mais tu crois que c'est un pilier que tu pourrais conseiller? Oui. Ah, vraiment, c'est comme, vous savez, c'est comme
aller voir un diététicien parce qu'on a envie de réussir à reprendre du poids. En fait, je pense que c'est fait à l'envers aujourd'hui dans les maladies psychologiques. Moi, je l'ai vu par exemple à Sainte-Anne où en fait de base, tant qu'on reprend pas un certain poids, on n'est pas accompagné psychologiquement. En fait, on penserait en se dirant en institut psychiatrique, on commence par voir un psy. Alors pas du tout. Tant que vous n'atteignez pas un certain poids, vous voyez aucun psy. Et en fait, je pense qu'il est là le problème. Je pense qu'on prend le problème à l'inverse, c'est-à-dire que avant qu'une femme soit en mesure de prendre soin de son corps, il faut qu'elle ait envie. Bien sûr. Et pour avoir envie, en fait, il faut un accompagnement psychologique. Et il peut être vraiment par la médecine traditionnelle, comme un psychiatre, voilà. Mais il peut être aussi avec une naturopathe, une personne du Reiki, vraiment des choses un peu plus holistiques. Oui, alternatives. Qui nous permettent de relier avec le corps et de faire renaître en fait cette envie en prenant vraiment conscience de la réalité des choses, en nous remettant dans l'instant présent et en réalignant en fait, en nous faisant ressentir qu'on ait envie et qu'on est une belle personne et que la vie elle est belle quand on a envie qu'elle soit belle. Tout à fait. Ok. Anaïs, est-ce que tout à l'heure tu m'as dit que tu aimais te servir de tes vêtements, de ton vernis pour t'apprêter et te faire du bien et d'embellir ta relation avec ton corps. Alors, quelle place pour les vêtements dans tout ça ? En fait, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'à travers un style vestimentaire, on peut dire tellement de choses. Moi, quand j'étais trader, du coup, donc j'avais pas du tout mes règles, mais pour moi, c'était très important d'être une femme à l'extérieur. Je portais des tailleurs, vraiment des tailleurs jupes avec des talons aiguilles, mais très élégants. Enfin, quand je dis ça, c'est too much, mais quand on est en finance de marché, de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement classique. Mais voilà, des choses qui étaient très belles, des choses qui me mettaient en valeur, qui donnaient envie de me regarder aussi. Comme moi, je ne m'aimais pas, j'avais besoin que les autres me regardent, j'avais besoin qu'on me voie. Et puis en même temps, ça me faisait aussi beaucoup de bien. Par exemple, j'ai toujours aimé, depuis très jeune, depuis que j'ai l'âge d'en mettre, j'ai toujours fait très attention à la lingerie que je mettais. D'accord. Parce que je trouve que la lingerie, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait que pour soi. Je me rappelle, même en école de commerce, parfois, je mettais des porte-jartelles pour aller à l'école. Parce que, en fait, je me sentais femme et je me sentais bien et je me disais, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi et ça me fait du bien. Et je trouve que les vêtements, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut... on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le mot français, mais on dit to make a statement. Donc, c'est vraiment... dire, exprimer quelque chose, quoi. Dire, en fait, je suis comme ça. Et moi, ça a toujours été ma façon de dire, peut-être, en fait, que j'ai ça qui va mal, mais j'en reste pas moins une femme. Et j'en reste pas moins quelqu'un qui a envie de plaire, quelqu'un qui a envie qu'on la regarde. Et j'ai envie d'essayer de prendre soin de moi aussi, de me dire, si j'arrive pas comme ça, j'arriverai comme ci. Et d'essayer de trouver d'autres façons. D'essayer aussi, je pense, sans le vouloir, de ressembler à quelqu'un que j'étais pas. À me dire, si je peux pas contrôler l'enveloppe chair, je peux contrôler l'enveloppe extérieure. Oui. Est-ce que je suis obligée d'être dans l'enveloppe chair, l'enveloppe extérieure, c'est moi qui la décide. Est-ce que tu dirais que tes vêtements ont apaisé ta relation à ton corps malgré tout ? Je pense, oui. Vraiment, je pense que oui. Parce que c'est un plaisir. Quand j'étais vraiment très très bas, au moment où j'ai été hospitalisée, je pouvais plus porter que du 14 ans. J'étais dans des leggings qui étaient trop larges. Je me sentais même plus jolie. Et c'est vrai que là, par exemple, quand je vais pas bien, quand j'ai vraiment envie de me faire mal, en fait, je m'achète quelque chose et ça me donne le sourire. Quand je le mets sur moi, je me dis, t'es belle, tu l'as choisi pour toi. Et je trouve qu'un vêtement peut faire énormément de bien. J'en suis convaincue également, comme tu le sais. Ok, Anaïs, pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dirais, donc je réfléchis en même temps, oui. Je dirais que s'habiller à sa juste valeur, c'est-à-dire ne pas s'habiller selon les normes, ne pas s'habiller selon ce que la société impose.
comme trop court, pas assez court, trop moulant, pas assez moulant. C'est vraiment s'habiller selon ce qu'on a envie de dire et d'exprimer. Et en fait, les choses qui sont importantes pour nous, et ben en fait, on peut tellement les exprimer à travers notre façon de s'habiller. Donc, je dirais que c'est ça, s'habiller à sa juste valeur. S'autoriser à être belle, s'autoriser à être attirante et le montrer à travers notre tenue vestimentaire et le porter la tête haute surtout. Ne pas se dire « Oh là là, le léopard, c'est vulgaire ». Le léopard, c'est vulgaire si jamais vous êtes vulgaire. Si vous n'êtes pas quelqu'un de vulgaire et que vous êtes quelqu'un de très classe, le vêtement ne sera pas vulgaire. Tout est une question d'attitude aussi quand on porte un vêtement. Et donc, s'habiller à sa propre valeur, c'est être en lien et être en unité entre la personne qu'on est et la personne qu'on dégage. Et alors, est-ce que, dernière question, est-ce que ton corps et toi, vous méritez de vous habiller à votre juste valeur aujourd'hui? La question piège. Je dirais que oui. Je pense qu'on est passé... Même pas je dirais que oui, c'est que la réponse est oui. Je pense qu'on est passé par suffisamment d'étapes. Je pense qu'on a vécu assez de moments douloureux. Et je vais me faire pleurer. Ouais, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que je me dis qu'on est passé par suffisamment d'étapes et que qu'il est peut-être temps de faire que un, quoi. Anaïs, je te remercie pour ce témoignage bouleversant, pour ce témoignage transparent, pour ton honnêteté, ta résilience et ta force de caractère. Donc merci mais 1000 fois d'avoir partagé ça avec moi et avec nous. Je suis sûre que ça aidera plein de femmes. C'est très gentil. Merci à toi surtout de m'avoir laissé la parole. Merci à toi pour tes questions qui sont pertinentes. Ton écoute aussi. Tes questions sont pertinentes parce que tu écoutes, parce que tu ressens et t'es pas juste là pour poser des questions et ça s'entend dans la façon dont tu poses des questions. Donc merci à toi de m'avoir donné la parole et surtout de partager ça avec des femmes qui en ont besoin. Vous êtes toujours là. Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc de mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care.